Au dîner de Noël, ma mère m'a dit, tu es un fardeau. Sors. J'ai pris le bus pour aller chez grand-mère, mais... La dinde de Noël était encore chaude quand les mots de ma mère ont glacé l'air entre nous, tu es un fardeau. Sors de ma maison. 10 ans de service militaire. Les cicatrices que je portais, visibles et cachées, ne signifiaient rien à ce moment-là. Alors que je me tenais à l'arrêt de bus, la neige s'accumulant sur mon sac de marin, j'ai réalisé que les familles ne sont pas toujours bâties sur l'amour. Parfois, elles sont construites sur de parfaits mensonges. Ce que ma mère n'a jamais compris, c'est que briser quelqu'un ne le détruit pas. Cela crée quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux, une personne qui n'a plus rien à perdre et toute une vie de vérités enfouies qui attendent d'être déterrées. Elle pensait que me chasser me ferait taire. Au lieu de cela, cela m'a libéré pour découvrir qui j'étais vraiment et la sœur qu'elle avait essayé d'effacer de nos deux vies. Le bus s'est arrêté dans un bruit de ferraille devant la familière maison coloniale de 2 étages, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude dans le crépuscule de décembre. Je me tenais sur le trottoir, mon sac de marin lourd dans ma main, non pas à cause de son contenu mais de ce que ce retour à la maison représentait. 10 ans dans l'armée, une démobilisation honorable mais pour raison médicale. Et maintenant, quoi? J'ai pris une profonde inspiration qui a piqué mes poumons dans l'air froid et j'ai remonté l'allée. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. « Evelyne » a dit ma mère, sa voix ni chaude ni froide, juste poliment distante. « Tu es plus en retard que ce que tu avais dit. » Pas de câlin. Pas de « bienvenue à la maison ». Aucune reconnaissance de la cicatrice qui courait de ma tempe à ma mâchoire, un souvenir de mon dernier déploiement. La circulation, ai-je marmonné, bien qu'il n'y en ait pas eu. J'étais restée assise dans un café pendant 2 heures, retardant l'inévitable. Dileya, ma mère avait toujours insisté pour que je l'appelle par son prénom depuis que j'avais eu 18 ans, s'est écartée pour me laisser entrer. La maison sentait le pain et la cannelle, le parfum d'un Noël parfait qui n'existait que dans son monde soigneusement orchestré. Ta chambre est, eh bien, j'ai dû l'utiliser comme débarras depuis que tu es parti si longtemps. Tu peux dormir sur le canapé-lit dans le petit salon. Elle s'est détournée, retournant vers la cuisine où je pouvais entendre des casseroles bouillonner. Le dîner est à 7 heures. La famille commencera à arriver à 6 heures. Je me tenais dans le hall d'entrée, entouré des mêmes tableaux, de la même table d'appoint avec une soucoupe en cristal pour les clés, du même miroir qui me renvoyait maintenant l'image d'une étrangère. 10 ans m'avaient changé d'une manière invisible pour Dileya, qui avait déjà disparu au coin du couloir, ses pas s'estompant dans le couloir. Le petit salon était petit avec un canapé en cuir usé qui avait été transformé en lit avec une précision militaire. Des draps au carré qui sentaient le fraîchement lavé. Au moins, il y avait ça. J'ai laissé tomber mon sac et je suis allé trouver ce qui était autrefois ma chambre. La porte était entr'ouverte, et je l'ai poussée pour découvrir des boîtes en carton empilées jusqu'au plafond, de vieux vêtements suspendus à un portant, et des décorations de Noël qui débordaient de bacs en plastique. Il ne restait rien de mon enfance. Ni les posters, ni la bibliothèque, ni même la peinture bleue que j'avais choisie à 12 ans. C'était comme si je n'avais jamais existé ici du tout. À 6 heures, la maison s'est remplie de voix et de rires forcés. Oncle James et tante Patricia sont arrivés les premiers avec leur fils d'âge universitaire, suivis par les amis du club de lecture de Dileya, qui avaient en quelque sorte gagné le statut de « famille » pendant mon absence. Tout le monde m'a salué avec des sourires gênés et des poignées de main trop fermes. « Si courageuse » a dit tante Patricia en me tapotant le bras. « Mais que vas-tu faire maintenant, ma chère ? Sûrement pas un travail dans la sécurité. C'est si dangereux. » Je n'ai pas encore décidé, ai-je répondu, bien que j'ai passé des mois à rechercher des programmes pour anciens combattants, des possibilités qui pourraient redonner un sens à ma vie. Eh bien, tu peux toujours retourner à l'école, a proposé oncle James, comme si je n'avais pas déjà obtenu mon diplôme en suivant des cours du soir entre les déploiements. J'ai hoché la tête, souriant crispé, déjà épuisé par les banalités. Je me suis retrouvé à dériver vers les bords de la pièce, observant les interactions comme si j'étais derrière une vitre. Ils discutaient de promotion, de vacances et de projets de rénovation. J'ai siroté mon eau et pensé à la poussière de Bagdad, au poids de mon sac, aux amis qui étaient devenus plus une famille que quiconque dans cette pièce ne l'avait jamais été. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement à 6h30, apportant une rafale d'air froid et le rire aigu de ma sœur cadette, Violet. Elle est entrée comme une reine, drapée dans un manteau d'apparence coûteuse, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré le vent d'hiver. Derrière elle,
Un homme grand aux larges épaules et à la mâchoire carrée la suivait, portant un sac de créateur. « Maman !» s'est exclamé Violet en embrassant Dileya avec un flair dramatique. « Désolé d'être en retard. La circulation était tout simplement horrible, n'est-ce pas, Brandon ?» Brandon a hoché la tête, son sourire étudié révélant des dents parfaites. Un véritable cauchemar. Violet, rayonna Dileya en prenant les mains de sa fille. Tu es absolument resplendissante. Le sourire de Violet s'est élargi alors qu'elle posait une main manucurée sur son ventre encore plat. Eh bien, nous allions attendre après le dîner, mais je ne peux plus le garder pour moi. Elle a regardé autour de la pièce, s'assurant que tous les yeux étaient sur elle. Brandon et moi attendons un enfant. La pièce a éclaté en félicitations et en questions sur les dates d'accouchement et les nausées matinales. Je suis resté figé, regardant la scène se dérouler comme une pièce de théâtre dans laquelle je n'avais pas de rôle. Quand Violet m'a finalement remarqué dans le coin, son sourire a vacillé un instant avant de se reprendre. « Evelyne » a-t-elle dit en traversant la pièce pour me faire une accolade rapide et parfumée. « Contente que tu aies pu rentrer à la maison pour une fois. »« Félicitations » ai-je dit, le pensant malgré la pique de ses mots. « Merci » a-t-elle répondu, se tournant déjà vers la foule admirative. Les parents de Brandon sont ravis. Ils planifient déjà la chambre d'enfant dans leur maison d'Aspen pour quand nous irons leur rendre visite. Le dîner a été servi à 7 heures précises, tout le monde étant assis autour de la grande table en chêne qui appartenait à notre famille depuis des générations. On m'a placé au bout de la table, à côté d'une des amies du club de lecture de Dileya dont j'avais déjà oublié le nom. Violet était assise à côté de notre mère, Brandon de l'autre côté, formant un portrait de famille parfait. Alors, Evelyne, a dit Dileya pendant une accalmie dans la conversation, sa voix portant jusqu'au bout de la table. Violet me racontait justement sa promotion au cabinet. Elle est la plus jeune directrice de clientèle senior qu'il ait jamais eue. J'ai hoché la tête, prenant une bouchée de dinde sèche. C'est super, 6. Et la société de Brandon vient d'entrer en bourse, a poursuivi Dileya. Ils regardent des maisons à Briro des Stats. Tant mieux pour eux, ai-je dit, essayant de ne pas laisser paraître mon agacement. C'est tellement dommage, a dit Dileya, s'adressant à la table plutôt qu'à moi, quand les gens n'atteignent pas leur potentiel. Violet a toujours su exactement ce qu'elle voulait. Le sous-entendu flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai serré ma fourchette plus fort. Je savais aussi ce que je voulais, ai-je dit doucement. Je voulais servir mon pays. Violet a ri, le son comme du verre brisé. Tu t'es juste enfui pour un salaire, Evie. Soyons honnêtes. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. J'ai envoyé la moitié de ma paie à la maison chaque mois pendant 6 ans. J'ai aidé à payer tes études. Personne ne te l'a demandé, a claqué Violet. Les filles, a averti Dileya, mais ses yeux étaient fixés sur moi. La table était devenue silencieuse. Je suis désolé que mes choix ne rencontrent pas ton approbation, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Mais j'ai fait ce que je pensais être juste. Tu as toujours été comme ça, a dit Dileya en posant son verre de vin avec un soin délibéré. Difficile, lunatique, décevante. Le mot a atterri comme un coup physique. Décevante. Après tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais sacrifié, je n'étais toujours qu'une déception pour elle. Je ne pense pas, ai-je commencé, mais Dileya n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant, ses yeux froids alors qu'elle portait le coup de grâce. Tu es un fardeau. Sors de ma maison. Le silence qui a suivi était absolu. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Personne ne m'a défendu. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet. J'ai regardé les visages autour de moi, certains embarrassés, certains détournés, aucun ne croisant mon regard. Pas même Violet. Pas même Russell, le mari de ma mère depuis 15 ans, qui fixait son assiette comme si la réponse à tout se trouvait dans sa purée de pommes de terre. Joyeux Noël, ai-je dit à personne en particulier, et je suis sorti. Dans pas ma chambre, le petit salon, j'ai attrapé mon sac de marin, encore fait parce qu'une partie de moi avait su que cela arriverait. Dehors, la neige avait commencé à tomber, poudrant la rue de banlieue parfaite de blanc. J'ai marché jusqu'à la gare routière, le seul son étant le crissement de mes bottes et ma propre respiration saccadée. La gare était presque vide la veille de Noël, juste quelques traînards sans autre endroit où aller. J'ai acheté un billet pour le dernier bus en direction du nord, vers le seul endroit qui m'avait jamais vraiment semblé être chez moi, la ferme de grand-mère Clara.
Alors que je m'installais sur le siège en plastique dur, regardant les lumières de la ville s'estomper derrière nous, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Comme si j'avais enfin déposé un poids que je portais depuis des années. Quoi qu'il m'attende à la ferme de Clara, ça ne pouvait pas être pire que ce que j'avais laissé derrière moi. Le bus m'a déposé à la lisière de la ville vers minuit. La neige avait cessé, laissant une couverture immaculée sur les champs et les arbres. J'ai marché le dernier kilomètre jusqu'à la ferme de Clara, mon souffle se condensant en nuages dans l'air glacial, mes bottes traçant un chemin solitaire dans le blanc intact. La ferme est apparue au-dessus de la colline comme un phare, une unique lumière chaude brillant depuis la fenêtre de la cuisine. Alors que j'approchais, la lumière du porche s'est allumée et la porte s'est ouverte. Clara se tenait là, grande et droite malgré ses 78 ans, ses cheveux argentés détachés sur ses épaules. « Je savais que tu viendrais », a-t-elle dit simplement, en me tendant les bras. Je suis tombé dans son étreinte, sentant la force dans sa silhouette mince alors qu'elle me guidait à l'intérieur. Sans poser de questions, elle m'a assise près du poêle à bois, a enroulé une courte pointe faite à la main autour de mes épaules et m'a mis une tasse de cidre épicé dans les mains. « Bois », a-t-elle dit. Ensuite, dors. Demain sera bien assez tôt pour parler. La chambre d'amis était telle que je m'en souvenais. Des meubles en pin propre, des courtes pointes empilées au pied du lit, des fenêtres qui laisseraient voir des champs vallonnés au matin. Je me suis endormi au son lointain du ululement d'un hibou et au craquement de la vieille maison qui s'installait pour la nuit. Le matin est venu avec l'odeur du café et du bacon. J'ai trouvé Clara dans la cuisine, se déplaçant avec la grâce délibérée de quelqu'un qui a appris à conserver son énergie en vieillissant. « Les œufs sont presque prêts », a-t-elle dit, sans se retourner. « Il y a du café dans la cafetière. » Nous avons mangé dans un silence confortable, le soleil entrant à flot par des fenêtres qui avaient besoin d'être lavées. Clara avait toujours été une femme de peu de mots, soigneusement choisie. Là où Dileya remplissait chaque silence de critiques déguisées en conversation, Clara laissait le calme exister comme sa propre forme de communication. « Les poules ont besoin d'être nourries », a-t-elle dit quand nous avons fini. « Et il y a du bois à empiler près de la porte de derrière. » J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ces tâches simples et physiques. Dehors, l'air hivernal était vif et pur. Le monde silencieux à l'exception des poules qui gloussaient impatiemment dans leur poulailler. Je suis tombé facilement dans le rythme des corvées de la ferme, une mémoire musculaire des étés d'enfance passés ici pendant que Dileya se trouvait, à travers diverses relations et changements de carrière. L'après-midi, j'avais nourri les animaux, empilé du bois et aidé Clara à trier les graines pour le printemps. Mon corps était endolori, mais c'était la bonne sorte de douleur qui vient d'un travail utile. J'aurais besoin d'aide pour d'autres choses, a dit Clara, dans le grenier. Il y a des boîtes à déplacer. Les escaliers du grenier ont grincé sous notre poids alors que nous montions. Des grains de poussière dansaient dans les puits de lumière provenant des petites lucarnes. Clara a indiqué une pile de boîtes près de la cheminée. Celles-là doivent aller près du muret, a-t-elle dit. Fais attention aux solives. Alors que je déplaçais la première boîte, quelque chose a glissé d'entre le carton et est tombé sur le sol avec un bruit métallique. Un petit coffret terni, dont la clé manquait. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé en le ramassant. Clara l'a regardé fixement pendant un long moment avant de répondre, « De vieilles choses. Mieux vaut ne pas y toucher pour l'instant. » Mais alors que je continuais à déplacer des boîtes, un livre usé, relié en cuir, a glissé de l'une d'elles, tombant ouvert pour révéler des pages jaunies remplies d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Une photographie s'en est échappée, fanée, ses bords usés. Je l'ai ramassée et j'ai senti le monde basculer sous mes pieds. La photo montrait un bébé un mois, j'en étais blotti dans les bras d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux noirs et un sourire qui plissait le coin de ses yeux. Mes yeux. Au dos, écrit à l'encre fanée, Jude et Evelyne. 3 mois. Qui est-ce, ai-je demandé, ma voix étrange à mes propres oreilles. Clara a pris doucement la photo de mes mains, son visage illisible. Tu devrais d'abord te reposer, a-t-elle dit. Ensuite, nous parlerons. Clara, qui est cet homme, ai-je insisté, montrant la photographie qu'elle tenait maintenant de manière protectrice. Plus tard, a-t-elle dit fermement. Certaines choses doivent être racontées correctement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La photo avait éveillé des questions que je n'avais jamais pensé à poser. Russell était le mari de ma mère depuis que j'avais 5 ans. J'avais toujours supposé qu'il était mon père, bien qu'il n'ait jamais agi comme tel. Il avait été une figure distante,
s'en remettant toujours à Dileya pour les questions concernant Violet et moi. Juste après minuit, j'ai entendu la voix de Clara, basse et urgente. Je me suis glissé dans le couloir et je l'ai vue au vieux téléphone à cadran, à moitié tourné. Elle a trouvé la photo, disait Clara. Oui, celle de Jude. Une pause. Non, je ne le lui ai pas encore dit. Il faut que ce soit fait correctement cette fois. Quand elle a raccroché, je me suis montré. À qui parlais-tu? Clara n'a pas eu l'air surprise de me voir. Une vieille amie, a-t-elle dit. Retourne te coucher, Evelyne. Le lendemain matin a amené un visiteur. Un camion s'est arrêté dans la longue allée, et un homme grand aux larges épaules et aux mains burinées par le travail est venu à la porte. Il semblait avoir la quarantaine, avec des yeux gentils et plissés et un comportement calme. Bonjour, Clara, a-t-il dit, puis il s'est tourné vers moi avec un éclair de reconnaissance dans les yeux qu'il a rapidement masqués. Tu dois être Evelyne. Je suis Ran. J'aide Clara avec les gros travaux par ici. Enchanté, ai-je dit en étudiant son visage. On s'est déjà rencontrés? Je ne crois pas, a-t-il répondu, mais ses yeux n'ont pas tout à fait rencontré les miens. Je m'en souviendrai. Pendant que Ran réparait une fuite sur le toit de la grange, j'ai conduit la vieille camionnette de Clara en ville pour faire les courses. Le magasin général n'était guère plus qu'une grande pièce avec des produits de première nécessité alignés sur les étagères, mais il desservait les fermes dispersées de la région. Alors que je posais mes articles sur le comptoir, la femme aux cheveux gris derrière la caisse m'a regardé avec une curiosité non dissimulée. « Vous êtes la petite fille de Clara » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Oui » ai-je répondu en comptant les billets. « La fille qui est revenue » a-t-elle ajouté, avec un regard significatif que je ne pouvais pas interpréter. « Je ne fais que visiter » ai-je dit, mal à l'aise sous son regard scrutateur. « HMPH » a-t-elle fredonné en mettant mes courses dans un sac avec une lenteur délibérée. C'est drôle comme les choses reviennent en boucle, n'est-ce pas? De retour à la ferme, j'ai trouvé Clara assise à la table de la cuisine, les mains jointes devant elle. Le coffret se trouvait entre nous, maintenant ouvert. « Assieds-toi, Evelyne » a-t-elle dit. Il est temps de parler. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais la chaise en face d'elle. Les yeux de Clara, du même bleu profond que les miens, contenaient un mélange de résolution et de regret. « Ton père » a-t-elle dit, sa voix stable mais douce, « n'est pas celui que tu crois. » 5 mots simples qui ont démoli les fondations déjà fragiles de ma vie. « Que veux-tu dire » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le savait déjà. Clara a soupiré, un son profond qui semblait venir de son âme même. « Je veux dire que Russell Thompson n'est pas ton père. Il ne l'a jamais été. » Alors qui, ai-je commencé, mais elle a levé une main burinée. « Certaines vérités doivent se dévoiler d'elles-mêmes » a-t-elle dit. Elle a sorti une vieille clé en laiton de la poche de son tablier. Il y a une pièce à l'arrière de la grange. Verrouillée. Ceci l'ouvre. J'ai fixé la clé dans sa paume. Qui a-t-il là-dedans? Ton histoire, a-t-elle dit simplement. Va voir. La marche vers la grange m'a semblé éternelle. À l'intérieur, après les stalles où Clara gardait ses 2 vieux chevaux, il y avait une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était encastrée dans le mur du fond, presque invisible contre le bois patiné. La clé a tourné avec un clic lourd. La petite pièce était poussiéreuse mais organisée. Un bureau en métal avec une lampe de lecture, des étagères garnies de livres et de boîtes, et au centre, une malle en bois avec mon nom gravé sur son couvercle. À l'intérieur, j'ai trouvé des piles de lettres attachées avec un ruban délavé, leurs enveloppes adressées à moi mais jamais envoyées. Un journal relié en cuir souple avec le nom, Reine, en relief sur sa couverture. Des registres familiaux, des actes de naissance, des dossiers d'hôpital, des bulletins scolaires certains que je reconnaissais comme les miens, d'autres pour une certaine Reine Bennett, née 2 ans avant moi. J'ai ouvert la première lettre avec des mains tremblantes. L'écriture était audacieuse, légèrement penchée vers la droite. Ma très chère Evelyne, aujourd'hui tu as 5 ans. Je me tenais de l'autre côté de la rue de ton école et je t'ai regardé courir vers la voiture de ta mère, tes cheveux en couette, ton sac à dos presque aussi grand que toi. Tu avais l'air heureuse. J'espère que tu es heureuse. Je rêve du jour où je pourrai te souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Mais d'ici là, sache que je pense à toi chaque jour. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ton père, Jude. Lettre après lettre, il relatait des anniversaires,
des vacances, des réussites dont il avait eu connaissance d'une manière ou d'une autre malgré son absence. 10 ans de lettres d'un père dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, pleine d'amour, de regrets et d'un désir désespéré de faire partie de ma vie. Le journal était tout autre chose. Il appartenait à quelqu'un du nom de Reine Münzer, ai-je réalisé avec un choc grandissant. Les entrées commençaient quand elle avait 15 ans, pleines d'angoisse d'adolescente et d'observation sur la vie avec Dileya. Il y avait des croquis partout ou des paysages, des portraits, des dessins abstraits de tous montrant un talent remarquable. J'ai reconnu certains des dessins. Ils correspondaient à des croquis que j'avais trouvés cachés dans ma chambre quand j'étais enfant, des dessins que j'avais supposés provenir d'un occupant précédent. Dileya me les avait enlevés quand je les lui avais montrés, disant que c'était juste des déchets. Le journal et les lettres serrées contre ma poitrine, je suis retourné à la maison. Clara était assise là où je l'avais laissée, comme si elle n'avait pas bougé pendant les heures que j'avais passées. « Qui est Reine ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Et qui est Jude ?» Clara a fermé les yeux un instant, puis m'a regardé avec un regard fixe. « Reine est ta sœur. Ta sœur de sang. Jude Bennett est ton père. Ton vrai père. Il était l'amour de la vie de ta mère à l'université, mais ses parents n'approuvaient pas. Il était pauvre, d'une famille ouvrière. Il voulait mieux pour Dileya, alors elle l'a simplement quitté. Même si elle était enceinte ? Clara a hoché la tête. De Reine, oui. Jude ne l'a su qu'après la naissance de Reine. À ce moment-là, Dileya avait dit à tout le monde que le père l'avait abandonné. Ses parents l'ont installé dans un appartement en ville, l'ont aidé à finir ses études. Quand Reine avait 2 ans, Dileya est retournée voir Jude pour une nuit. Tu as été conçu, mais Dileya ne le lui a jamais dit. Ma tête tournait. Mais tu savais. Je savais, a confirmé Clara. Jude et moi sommes restés en contact. Quand tu étais petite, je t'amenais ici pour des visites. Tu jouais avec Reine pendant que Jude et moi parlions sur le porche. Tu étais trop jeune pour t'en souvenir. Dileya a permis cela, ai-je demandé, incrédule. Le visage de Clara s'est durci. Elle ne le savait pas. Jusqu'à ce qu'elle le sache. Quand tu avais 4 ans, elle l'a découvert. Elle a menacé de couper complètement les ponts avec moi. Je ne reverrai plus jamais ni toi ni Reine si je continuais. J'ai dû choisir entre te voir selon les conditions de Dileya ou ne pas te voir du tout. Qu'est-il arrivé à Reine, ai-je demandé, pensant aux entrées du journal qui s'arrêtaient brusquement quand Reine avait 17 ans. Les yeux de Clara se sont perdus dans le lointain, empreints de douleur. Il y a eu un incident. Dileya a eu une dépression une nuit. C'est Reine qui en a fait les frais. Elle a été hospitalisée, puis internée. Dileya a dit à tout le monde que Reine avait des problèmes de santé mentale, mais c'était Dileya, ai-je terminé, le cœur au bord des lèvres. Où est Reine maintenant ? Je ne sais pas, a admis Clara, sa voix se brisant pour la première fois. Elle a été libérée de l'institution il y a 10 ans, mais elle a disparu. Je la cherche depuis. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant de tout assimiler. Un père qui m'avait aimé de loin toute ma vie. Une sœur dont je ne me souvenais pas. Une mère qui les avait systématiquement effacés de mon histoire. Je dois la trouver, ai-je dit finalement. Je dois les trouver tous les deux. Clara a hoché la tête, des larmes dans les yeux. Oui, a-t-elle dit. Il est temps. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'adresse indiquée sur les dossiers institutionnels de Rennes, un vaste établissement situé à 2 comtés de là, l'hôpital psychiatrique de Pinewood. Le bâtiment était plus récent que ce à quoi je m'attendais, tout en vert et en couleur neutre, conçu pour se sentir moins institutionnel. À la réception, une jeune femme aux yeux bienveillants m'a accueilli. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je cherche des informations sur une ancienne patiente, ai-je dit. Reine Bennett. Elle aurait été ici il y a environ 10 ans. Le sourire de la réceptionniste a vacillé. Je suis désolé, mais les informations sur les patients sont confidentielles. Êtes-vous de la famille ? Je suis sa sœur, ai-je dit, les mots encore étranges sur ma langue. Je viens de découvrir son existence. S'il vous plaît, j'essaie de la retrouver. Elle a étudié mon visage, semblant prendre une décision. Laissez-moi voir si le docteur Maurice est disponible. Il est ici depuis longtemps. Il pourrait s'en souvenir. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face du docteur Maurice, un homme mince aux cheveux poivre et sel et aux lunettes à monture métallique.
Il a joint le bout de ses doigts en m'examinant. Reine Bennett, a-t-il dit finalement. Oui, je me souviens bien d'elle. Une artiste talentueuse. Silencieuse. Elle n'aurait jamais dû être ici en premier lieu. Que voulez-vous dire, ai-je demandé. Il a soupiré. Elle n'avait aucune condition diagnosticable qui justifiait des soins à long terme. Sa mère a insisté, a apporté des documents d'un autre médecin maintenant discrédité affirmant que Reine avait des tendances dangereuses. Il a secoué la tête. Je n'en ai jamais vu la preuve. Quand j'ai commencé le processus pour la libérer, sa mère s'y est opposée vigoureusement. Mais elle a finalement été libérée? Oui, quand elle a eu 21 ans. Adulte légal. Sa mère ne pouvait plus la garder ici. Il a hésité. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle est partie d'elle-même avec juste les vêtements qu'elle portait et un carnet de croquis. Personne n'est venu la chercher. Avez-vous une idée de l'endroit où elle est allée? Ai-je demandé, le désespoir s'insinuant dans ma voix. L'expression du docteur Maurice s'est adoucie. Non, je suis désolé. Nous avons essayé de faire un suivi, mais elle ne voulait pas être retrouvée. Alors que je me tournais pour partir, il m'a appelé. Mademoiselle Bennett, il y avait une chose. Avant de partir, Reine a peint une fresque murale dans notre salle de loisirs. Elle est toujours là. Vous voudrez peut-être la voir. La fresque murale couvrait un mur entier, un paysage que j'ai immédiatement reconnu comme la ferme de Clara, vue de la colline derrière la grange. Au premier plan se tenaient 3 personnages, une femme âgée aux cheveux argentés, une jeune femme en uniforme militaire, et entre elles, légèrement à l'écart, une femme avec un pinceau à la main. C'était nous, Clara, moi et Reine, tels que nous aurions pu être si la vie avait été différente. Elle avait peint un avenir qui n'avait jamais eu lieu, une famille qui avait été déchirée avant de pouvoir exister. J'ai conduit jusqu'à la ferme dans un état second, mon esprit tourbillonnant de questions. Qui Reine était-elle devenue? Où était Jude maintenant? Et comment Dileya avait-elle réussi à les effacer si complètement de nos vies? Clara attendait sur le porche quand je suis revenu, son visage crispé d'inquiétude. Quelqu'un est venu, a-t-elle dit sans préambule. Pendant que tu étais parti. La pièce de la grange est en désordre. Nous nous sommes précipités vers la grange, où la pièce verrouillée était ouverte, son contenu éparpillé sur le sol. Des lettres étaient dispersées partout. Le journal avait disparu, et la malle en bois avait été renversée. Qui ferait ça, ai-je demandé en m'agenouillant pour ramasser les lettres. La voix de Clara était sombre. Quelqu'un qui ne veut pas que la vérité éclate. Alors que nous mettions de l'ordre dans le chaos, un camion s'est arrêté dehors. Ran est apparu à la porte, son expression passant de désinvolte à alarmée en voyant la scène. Que s'est-il passé, a-t-il demandé en s'accroupissant pour nous aider. Quelqu'un est entré par effraction? J'ai expliqué. Il cherchait quelque chose de spécifique. Ran a ramassé une des lettres, ses yeux parcourant la signature en bas. Jude Bennett, a-t-il dit, sa voix étrangement creuse. Tu l'as découvert. Je me suis figé. Tu connais Jude? Le regard de Ran a rencontré le mien, sans ciller. Je connais Reine, a-t-il dit simplement. Je suis sorti avec elle avant qu'elle ne disparaisse. Le monde sembla s'arrêter. Tu connaissais ma sœur? Pendant tout ce temps? Il a hoché la tête, honteux. J'ai promis de ne rien dire. Elle avait peur, terrifiée que ta mère la retrouve. Sais-tu où elle est maintenant, ai-je exigé. Non, a-t-il dit. Mais je sais où elle était. Nous devons vérifier à nouveau le grenier. De retour dans la ferme, Ran nous a conduits à une section du grenier que je n'avais pas explorée. Derrière une pile de vieux meubles se trouvait une lame de plancher lâche. En dessous, enveloppée dans un tissu, se trouvait une cassette audio étiquetée à l'encre fanée, pour quand elle demandera. Les mains de Clara tremblaient en la tenant. J'avais oublié ça, a-t-elle murmuré. Reine l'a fait avant qu'elle ne soit emmenée. Nous avons trouvé un vieux lecteur de cassettes dans la chambre de Clara. La bande a sifflé et grésillé avant que la voix d'une jeune femme ne remplisse la pièce claire, déterminée et effrayée. Si tu écoutes ceci, Evelyne, cela signifie que tu es enfin rentrée à la maison. Vraiment à la maison, chez Clara. Je ne sais pas quand ce sera ni si je serai encore là quand ça arrivera. Mais il y a des choses que tu dois savoir que personne d'autre ne te dira. La voix de Reine, détaillait des années d'abus émotionnels et physiques de la part de Dileya.
Comment Dileya entrait dans des colères folles, puis agissait comme si de rien n'était. Comment elle menaçait et manipulait, nous montant l'une contre l'autre, Reine et moi, quand nous étions petites. La nuit où tout a changé, a poursuivi la voix enregistrée de Reine, j'ai menacé de dire à quelqu'un ce qui se passait vraiment. J'avais 17 ans, presque libre. Elle m'a frappé si fort que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, et elle disait à tout le monde que j'avais eu une crise psychotique. Personne ne m'a cru. Personne sauf Clara et Jude, et ils ne pouvaient pas aider sans risquer de te perdre aussi. Quand la cassette s'est terminée, nous sommes restés tous les trois assis dans un silence stupéfait. Finalement, Clara a parlé. J'ai essayé de le signaler, a-t-elle dit, sa voix rauque de vieux chagrin. Je suis allé à la police avec les dossiers de l'hôpital. Ils ont dit que c'était une affaire de famille. Dileya avait trop de relations, trop de respectabilité. Nous devons réessayer, ai-je dit fermement. Avec cette cassette, avec les lettres, avec tout ce que nous avons. Ran a secoué la tête. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Trop de temps a passé. Mais il a hésité. Il y a autre chose. Quelque chose que Ren m'a montré une fois. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur la ferme, Ran est apparu avec un mince paquet. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Ren m'a donné ça en garde, a-t-il expliqué alors que nous nous rassemblions autour du vieil ordinateur de Clara. Elle a dit que c'était une assurance. La clé contenait des dizaines de mails, une correspondance entre Dileya et Russell s'étalant sur des années. Ils y discutaient de la gestion de la situation de Ren, et de s'assurer qu'Evelyn ne découvre jamais rien sur Jude. Il y avait des copies numérisées de dossiers médicaux falsifiés, des conversations avec des médecins prêts à diagnostiquer des conditions qui n'existaient pas, et des paiements pour faire taire les gens. Nous devons donner ça à un journaliste, ai-je dit. Quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Nous avons trouvé un journaliste local réputé pour son intégrité et lui avons envoyé anonymement des copies de tout, la cassette, les emails, les dossiers médicaux. Les jours ont passé sans qu'aucun article n'apparaisse. Puis, une semaine après avoir envoyé les preuves, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres de Clara. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste 7 mots, Reine est vivante. Demande à Ran pour la cabane. J'ai confronté Ran ce soir-là alors qu'il finissait de réparer le toit de Clara. Quelle cabane, ai-je demandé en lui montrant la note. Son visage a pâli. Je n'y suis pas allé depuis des années, a-t-il dit. Elle est au fin fond des bois, du côté nord de la propriété de Clara. Ren y allait pour peindre. C'était son sanctuaire. Le lendemain matin, Ran nous a guidés, Clara et moi, à travers la forêt, suivant un sentier que lui seul pouvait voir. Après une heure de randonnée, nous avons atteint une petite clairière où se dressait une simple cabane en bois, ses fenêtres closes par des volets. Elle était abandonnée quand nous l'avons trouvée, a expliqué Ran. Ren l'a réparée, en a fait son propre chez-soi. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais sous la couche de temps, la cabane était clairement le foyer de quelqu'un. Un petit lit dans un coin, un poêle à bois, des étagères garnies de livres et de fournitures d'art, et couvrant tous les murs, des peintures et des paysages, des portraits, des pièces abstraites remplies d'émotions. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce sont les toiles plus récentes appuyées contre le mur du fond. La peinture était plus fraîche, le style plus raffiné mais indubitablement de la même main. Quelqu'un était venu ici récemment. Sur un mur était accrochée une série de portraits, moi en uniforme, dans différents endroits, à différents âges. Elle m'avait peinte toutes ces années, me gardant près d'elle de la seule manière qu'elle pouvait. Au centre de la pièce se trouvait une malle verrouillée. Ran a sorti une clé de sa poche. Elle m'a donné ça, a-t-il dit, juste au cas où. À l'intérieur de la malle se trouvaient des photographies. Reine adulte, avec de longs cheveux sombres et mes mêmes yeux bleus. Dans certaines, elle souriait à l'appareil photo depuis différents endroits, une plage, une rue de la ville, un belvédère en montagne. Elle était vivante. Elle était libre. Elle s'était construit une vie. Un carnet de croquis gisait au fond de la malle. Ces pages étaient remplies de dessins de nous trois, Clara, Reine et moi ensemble dans des scènes qui n'avaient jamais eu lieu, des matins de Noël, des célébrations d'anniversaire, des moments ordinaires d'une famille qui aurait dû être. Alors que je serrais le carnet de croquis contre ma poitrine, un bruit à l'extérieur nous a tous figés. Des pas sur le porche, la poignée de la porte tournant lentement. À travers la fente de la porte,
j'ai aperçu une femme aux longs cheveux sombres et aux yeux bleus familiers et des yeux qui se sont écarquillés de choc en rencontrant les miens. Puis elle a disparu, s'évanouissant dans les arbres comme un fantôme. Reine, ai-je appelé en me précipitant vers la porte. Reine, attends. Mais la forêt l'avait déjà avalée. Tout ce qui restait était l'écho de ma voix et la certitude que ma sœur, la sœur dont je n'avais jamais su que j'avais, regardait de quelque part parmi les arbres silencieux. Nous devons la suivre, ai-je dit, me dirigeant déjà vers la porte. Ran m'a attrapé le bras. Pas comme ça, a-t-il averti. Elle ne fera que s'enfoncer plus profondément. Elle a survécu tout ce temps en restant cachée. Mais c'est ma sœur, ai-je protesté, les mots encore nouveaux et étranges sur ma langue. Et elle est terrifiée, a dit doucement Clara. Souviens-toi de ce qu'elle a traversé, Evelyne. Pour elle, le monde n'est pas sûr. À contre-cœur, je les ai laissés me ramener à la ferme. La nuit était tombée quand nous sommes arrivés, et une voiture inconnue était garée dans l'allée élégante, noire, chère. Reste derrière moi, a murmuré Ran en entrant le premier. La lumière de la cuisine était allumée. Assise à la table en chêne usée de Clara se trouvait Dileya, ses mains parfaitement manucurées enroulées autour d'une tasse de thé comme si elle était chez elle. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, ses yeux froids balayant mon visage. Mère, ai-je dit d'un ton plat. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche, bien sûr, a-t-elle répondu, sa voix mielleuse de fausse inquiétude. Tu es parti si soudainement. La famille s'est inquiétée. Non, ils ne se sont pas inquiétés, ai-je dit. Et toi non plus. Clara s'est avancée pour se tenir à mes côtés. Tu dois partir, dit Leia. Tu n'es pas la bienvenue ici. Le sourire de Dileya s'édurcit. Dans la maison de ma propre mère? Je ne pense pas, son regard s'est déplacé vers quelque chose derrière nous. D'ailleurs, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je me suis retourné pour voir Russell dans l'embrasure de la porte du salon, tenant le journal de Reine et la cassette audio. Pose ça, ai-je exigé. Propriété familiale, a dit Russell avec un haussement d'épaule. Juste en train de régler les derniers détails. Ce ne sont pas à toi, a dit Clara, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ils appartiennent à Reine et à Evelyne. Reine? Dileya a craché le nom comme une malédiction. Toujours Reine. La perturbée, la spéciale. Elle a presque détruit cette famille avec ses mensonges. La seule menteuse ici, c'est toi, ai-je dit en m'avançant. Nous savons tout. Les abus, le faux diagnostic, la façon dont tu m'as caché mon vrai père. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Dileya, de la peur, peut-être, ou de la rage avant qu'elle ne le contrôle. Tu as toujours été crédule, Evelyne. Croyant n'importe quelle histoire qui te faisait te sentir spéciale. Ce n'est pas une histoire, a dit Ran en brandissant son téléphone. Tout est documenté. Les emails entre toi et Russell, les rapports médicaux falsifiés, tout. Le sang-froid de Dileya a vacillé un instant. Elle a jeté un coup d'œil à Russell, qui était devenu pâle. Nous devrions y aller, a-t-il dit doucement. Maintenant. Ce n'est pas fini, a sifflé Dileya en se levant. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Après leur départ, nous avons découvert l'étendue des dégâts. La ferme avait été minutieusement fouillée, les tiroirs vidés, les placards saccagés. Les lettres restantes de Jude avaient disparu. Ils ont peur, a dit Clara alors que nous nettoyions. Ils ne seraient pas venus eux-mêmes s'ils ne l'étaient pas. Cette nuit-là, aucun de nous n'a bien dormi. Je n'arrêtais pas de croire que j'entendais des bruits devant ma fenêtre, des pas dans la neige, des murmures dans le vent. Mais le matin est arrivé sans incident, un soleil d'hiver éclatant se déversant sur le sol de la cuisine pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Ran est arrivé tôt, son camion chargé de bois et d'outils. J'ai pensé que je pourrais réparer correctement la pièce de la grange, a-t-il expliqué. La sécuriser. Pendant qu'il travaillait, Clara et moi avons trié ce qui restait de nos preuves. Sans les lettres et le journal, nous n'avions que les copies numériques des emails sur le téléphone de Ran et nos propres témoignages. Ce ne sera peut-être pas suffisant, ai-je admis, frustré. Surtout contre quelqu'un comme Dileya. Il y a encore la cassette audio, m'a rappelé Clara. Russell l'a prise, mais j'en ai fait une copie il y a des années. Elle est chez une avocate en ville, Margaret Wilson. Elle l'a gardée en sécurité pour moi. Le cabinet d'avocats de Margaret Wilson était un petit bâtiment en briques sur la rue principale.
L'avocate elle-même était une femme redoutable dans la soixantaine, avec des yeux vifs et une allure pragmatique. Clara a appelé à l'avance, a-t-elle dit en nous faisant entrer dans son bureau. J'attends ce jour depuis longtemps. De son coffre-fort, elle a récupéré non seulement une copie de la cassette de Rennes, mais aussi un épais dossier de documents, des rapports médicaux, des déclarations à la police et une déclaration sous serment d'anciens employés de maison qui avaient été témoins des abus de Dileya. Je construis ce dossier depuis 15 ans, a expliqué Margaret. Depuis que Clara est venue me voir pour la première fois à propos de Rennes. Nous n'avons jamais eu assez d'éléments pour avancer. L'influence de Dileya était trop forte, et Rennes a disparu avant que nous puissions obtenir son témoignage. Elle m'a regardé attentivement. Mais avec ta présence maintenant, ça change tout. De retour à la ferme, nous avons trouvé la pièce de la grange restaurée et renforcée avec une nouvelle porte solide. Ran venait de finir quand mon téléphone a sonné à un numéro inconnu. Allô, ai-je répondu avec précaution. Le journaliste que vous avez contacté est compromis, a dit rapidement une voix de femme. Dileya l'a atteint. Ne faites pas confiance aux autorités en ville non plus. Qui est-ce, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Une pause. Tu sais qui? Une autre pause. Viens à la cabane ce soir. Seul. À minuit. La ligne s'est coupée. Rennes, a demandé Clara en voyant mon visage. J'ai hoché la tête, mon cœur battant à tout rompre. Elle veut me rencontrer ce soir. Ran avait l'air inquiet. Ça pourrait être un piège. Dileya pourrait avoir trouvé la cabane. Ce n'est pas un piège, ai-je dit avec certitude. C'était elle. Je sais que c'était elle. Cette nuit-là, j'ai traversé seul la forêt sombre, suivant le chemin que nous avions emprunté plus tôt. La lune était presque pleine, projetant une lumière argentée à travers les branches nues. Chaque son me faisait sursauter, le craquement d'une brindille, le ululement d'un hibou, le bruissement de quelque chose se déplaçant dans les sous-bois. La cabane est apparue comme avant, mais maintenant une faible lumière brillait derrière les fenêtres à volets. J'ai hésité au bord de la clairière, soudainement incertaine. Je t'ai observé, a dit une voix dans l'ombre. Depuis que tu es arrivé chez Clara. Elle est sortie dans le clair de lune. Une femme de mon âge, avec de longs cheveux sombres et mes mêmes yeux bleus. Plus grande que moi de quelques centimètres, plus mince, ses mouvements aussi prudents que ceux d'une biche. Reine, ai-je soufflé. Elle a hoché la tête, gardant ses distances. Tu lui ressembles. Comme Jude. Tu sais où il est, ai-je demandé, l'espoir s'enflammant. Non, a-t-elle dit. Nous avons perdu le contact il y a des années. C'était plus sûr comme ça. Lentement, comme si j'approchais un animal sauvage, j'ai fait un pas vers elle. Je ne savais pas pour toi, pour lui. Toutes ces années, je ne savais pas. Je sais, a-t-elle dit. J'ai suivi ta vie à distance. Je savais quand tu t'es enrôlé, quand tu as été déployé, quand tu as été blessé. Elle a fait un geste vers mon visage cicatrisé. Je t'ai peinte pour me souvenir de toi, pour te garder près de moi. Un autre pas plus près. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant? La peur, a-t-elle dit simplement. Dileya a des ressources, des relations. J'avais peur qu'elle me trouve et finisse ce qu'elle avait commencé. Ses yeux se sont assombris de souvenirs. Et je ne savais pas si tu me croirais plutôt qu'elle. Je te crois, ai-je dit avec ferveur. J'ai vu les preuves. Je sais ce qu'elle a fait. Rennes m'a étudié un long moment, puis a fait un signe de tête vers la cabane. Entre. Il y a d'autres choses que tu dois voir. La cabane était chaude, un petit feu brûlant dans le poêle à bois. Chaque surface était couverte de peintures, des paysages, des abstraits, et des dizaines de portraits de moi à différents âges, dans différents endroits. Sur une petite table gisait une pile de coupures de presse, des articles sur les déploiements de mon unité, ma cérémonie de décoration, tout ce qui mentionnait mon nom. Tu m'as suivi tout ce temps, ai-je dit, à la fois touché et troublé. Tu es ma sœur, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Et peut-être que c'était le cas. Dessous une lame de plancher, Rennes a sorti une boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient d'autres lettres de Jude, des photos de nous trois ensemble quand j'étais trop jeune pour m'en souvenir, et une clé USB. C'est la vraie raison pour laquelle Dileya panique, a-t-elle dit en brandissant la clé. Elle contient des enregistrements d'elle me menaçant, admettant avoir falsifié des dossiers médicaux, et discutant avec Russell de la manière de t'empêcher de découvrir Jude.
Ses yeux étaient durs. Elle ne savait pas que j'enregistrais ses visites à l'institution. C'est ce dont nous avons besoin, ai-je dit, l'excitation montant. Avec ça, nous pouvons enfin l'exposer. Le sourire de Ren était triste. Ce ne sera pas facile. Elle se battra durement. Alors nous nous battrons plus durement, ai-je promis. Ensemble. Alors que nous retournions à la ferme dans la lumière de l'aube, Ren m'a parlé de sa vie depuis qu'elle s'était échappée de l'institution. Comment elle vivait en marge de la société, se déplaçant d'un endroit à l'autre, subvenant à ses besoins avec son art vendu sous un pseudonyme. Comment elle m'avait observé de loin, trop effrayée pour me contacter mais ne voulant pas couper le dernier lien familial qu'elle avait. Clara attendait sur le porche, une couverture enroulée autour de ses épaules contre le froid. Quand elle a vu Ren, elle a poussé un petit cri et s'est levée, les bras tendus. « Ma fille » a-t-elle murmuré alors que Ren entrait dans son étreinte. « Ma courageuse, ma belle-fille. » Les jours suivants furent un tourbillon de planification et de préparation. Margaret Wilson a fait appel à un ami journaliste de confiance d'un grand journal. Nous avons compilé toutes nos preuves, les enregistrements de Ren, les dossiers médicaux, les emails, les témoignages. Ensemble, cela formait une image indéniable d'abus systématiques et de manipulation s'étalant sur des décennies. Ren était terrifiée mais résolue. « Je fuis depuis 10 ans, a-t-elle dit. Je suis fatiguée de me cacher. » Pendant que le journaliste préparait l'article, nous avons appris que Dileya organisait un gala de charité chez elle, une occasion parfaite pour la confronter avec des témoins présents. « C'est risqué, a prévenu Margaret. Elle aura l'avantage du terrain. Mais elle ne s'attendra pas à nous voir tous ensemble, ai-je souligné. Et elle ne s'attendra certainement pas à voir Ren. La nuit du gala est arrivée. Ran nous a conduits dans son camion, se garant à un pâté de maison de la maison de Dileya. À travers les fenêtres, nous pouvions voir la fête battre son plein, des invités bien habillés se mêlant, du champagne coulant à flots, Dileya au centre de tout dans une élégante robe noire. « Souvenez-vous du plan » a dit Margaret alors que nous approchions de la porte d'entrée. « Restez calmes. Restez ensemble. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. » Le portier a essayé de nous arrêter, mais Margaret a présenté son invitation, obtenue grâce à des relations sur lesquelles je n'ai pas posé de questions, et nous étions à l'intérieur. Les têtes se sont tournées alors que notre groupe improbable traversait la foule. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai repéré Violet près du piano à queue, sa grossesse maintenant visible sous sa robe de créateur. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Son verre de champagne s'est figé à mi-chemin de ses lèvres, son visage se vidant de sa couleur alors qu'elle me reconnaissait, puis Ren à côté de moi incontestablement ma sœur, malgré les années d'écart. Dileya a remarqué le trouble et s'est retournée. Pendant un instant, une peur authentique a traversé son visage avant que son masque social ne se remette en place. « Eh bien » a-t-elle dit avec une gaieté cassante. « Quelle surprise inattendue. Nous devons parler, ai-je dit d'une voix égale. Nous tous. Maintenant. Ce n'est guère le moment ni l'endroit pour une discussion familiale, a répondu Dileya, son sourire figé alors qu'elle jetait un coup d'œil à ses invités curieux. C'est exactement le bon moment, a dit Ren, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. À moins que vous ne préfériez que nous partagions tout avec vos amis d'abord. Le sourire de Dileya a disparu. Mon bureau. Maintenant. Elle s'est tournée vers ses invités. Veuillez m'excuser un instant. Une affaire de famille. Dans le bureau au mur lambrissé, Dileya s'est positionné derrière son bureau comme un général se préparant à la bataille. Russell se tenait à côté d'elle, le visage pâle et en sueur. Violet planait près de la porte, l'air confus et effrayé. De quoi s'agit-il, a exigé Dileya une fois la porte fermée. De ça, a dit Margaret en posant une tablette sur le bureau. Et de ça. Un épais dossier de documents. Et de ça. Les enregistrements de Ren, prêts à être joués. Nous savons tout, ai-je dit. Sur Jude, sur la façon dont tu as abusé de Ren et l'as fait interner sous de faux prétextes. Sur la façon dont tu m'as menti toute ma vie. Ridicule, a raillé Dileya, mais ses mains tremblaient. Ce sont les délires d'une fille perturbée et d'une vieille femme amère. Ce ne sont pas des délires, a dit doucement Ren. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Dileya a rempli la pièce, froide et menaçante. Si jamais tu dis à quelqu'un ce qui s'est vraiment passé, je m'assurerai que tu ne quittes jamais cet endroit. Personne ne te croira de toute façon. Tu es folle, tu te souviens?
J'ai les papiers pour le prouver. Violet a halté, sa main couvrant sa bouche. Maman, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, a claqué Dileya. Des enregistrements truqués. Des preuves fabriquées. Ce n'est pas fabriqué, a dit soudain Russell, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Nous nous sommes tous tournés pour le regarder. Russell, a averti Dileya. Ne fais pas ça. Il a secoué la tête, les épaules affaissées. Je ne peux plus faire ça, dit Leia. C'est fini. Il m'a regardé, puis Ren. Je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. Je savais ce qu'elle faisait à Ren. Je savais pour Jude. Je l'ai aidé à tout cacher. Lâche, a sifflé Dileya. Oui, a-t-il acquiescé, rencontrant son regard pour peut-être la première fois. Je le suis. Mais plus maintenant. Violet s'est éloignée de la porte, le visage cendré. C'est vrai? Tu as. Elle n'a pas pu finir la phrase. Ta mère a un tempérament, a dit doucement Russell. Tu n'en as jamais vu le pire. Elle s'en est assurée. Tu as toujours été sa préférée. Reine, me dit Violet, la bonne fille, celle qui faisait tout bien. Violet avait l'air accablé. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je jure que je ne savais pas. Une réunion de famille touchante, a dit Dileya, sa voix dégoulinant de mépris. Mais finalement sans importance. Vous n'avez aucun pouvoir réel ici. Nous avons la vérité, ai-je dit. Et demain, tout le monde l'aura aussi. J'ai fait un signe de tête vers le journaliste qui attendait dehors. L'article paraît demain matin, avec le témoignage de Russell, les enregistrements, les dossiers médicaux, tout. Vous n'oseriez pas, a dit Dileya, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Regardez-nous faire, a répondu Ren. Votre carrière, votre réputation, votre statut social, tout s'arrête demain. Sauf si, a ajouté calmement Margaret. Sauf si quoi, a exigé Dileya. Sauf si vous avouez maintenant, devant la caméra, tout. Dileya a ri, un son dur et cassant. Jamais. Alors je le ferai, a dit Russell en redressant les épaules. Je me suis tu trop longtemps. Ce qui a suivi fut une confession complète et dévastatrice, Russell parlant calmement devant la caméra du journaliste, détaillant des années de manipulation, d'abus et de mensonges de Dileya. Comment elle m'avait caché Jude, comment elle avait créé de faux dossiers médicaux pour faire interner Ren, comment elle avait menacé et intimidé quiconque se mettait sur son chemin. Pendant tout ce temps, Dileya est restée assise raidement derrière son bureau, son visage un masque de fureur froide. Quand Russell a fini, elle nous a regardés chacun à notre tour. Sortez de ma maison, a-t-elle dit, sa voix d'un calme mortel. Vous tous. Avec plaisir, a répondu Ren. Mais nous n'avons pas fini. Loin de là. Dehors, Violet nous a rattrapés, des larmes coulant sur son visage. Je veux aider, a-t-elle dit. Quoi qu'il en coûte. Je suis tellement désolé, pour vous deux. Je ne savais pas. 2 jours plus tard, l'histoire a éclaté, le sombre secret d'une éminente femme d'affaires, des décennies d'abus et de tromperies révélées. La confession de Russell, combinée aux enregistrements de Ren et à la documentation, a créé une sensation. D'autres témoins se sont manifestés, d'anciens employés de maison, l'assistante personnelle de Dileya, même son ancien thérapeute qui avait soupçonné des abus mais avait été contraint au silence. La police a ouvert une enquête. Les services de protection de l'enfance ont réexaminé le cas. Le Conseil de l'Ordre des médecins a commencé à examiner les médecins qui avaient falsifié les dossiers de Ren. Le monde soigneusement construit de Dileya s'est effondré comme un château de cartes. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance. Son conseil d'administration caritatif a demandé sa démission. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Pendant tout ce temps, nous avons observé depuis la sécurité de la ferme de Clara, Ren étant encore trop nerveuse pour rester en ville. Violet nous a rejoints, ayant quitté Brandon après avoir découvert qu'il connaissait des parties de la vérité et n'avait rien dit. Je dois comprendre qui je suis, nous a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur le porche de Clara. Sans son influence. Ça prend du temps, a dit Ren, ses premiers mots directement à Violet depuis des années. Pas de pardon, pas encore, mais un début. Une semaine après la parution de l'histoire, Margaret a appelé avec des nouvelles. La police voulait des déclarations formelles de moi et de Ren.
Dileya était sous le coup d'une enquête pour plusieurs chefs d'accusation, de la maltraitance d'enfants à la fraude. Ça arrive vraiment, ai-je dit à Ren alors que nous nous rendions en ville. Elle fait enfin face aux conséquences. L'expression de Ren était complexe, soulagement, justification et une vieille et profonde tristesse. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, a-t-elle admis. Je pensais qu'elle s'en tirerait pour toujours. Après avoir fait nos dépositions, nous sommes passés au bureau de Margaret, où elle avait des nouvelles. Je l'ai trouvée, a-t-elle dit simplement. Qui, ai-je demandé, bien que mon cœur le savait déjà. Jude Bennett. Votre père. Il est vivant, il vit en Oregon. J'ai ses coordonnées, si vous les voulez. Ren et moi nous sommes regardés, toute une vie de perte et de désir passant entre nous. Oui, avons-nous dit à l'unisson. Nous les voulons. Le printemps est arrivé tôt à la ferme de Clara, faisant fondre la neige et révélant de tendres pousses vertes perçant la terre sombre. Au cours des 3 mois qui ont suivi la confrontation avec Dileya, nos vies s'étaient transformées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La vieille grange, autrefois une simple structure abritant du foin et des outils, devenait maintenant quelque chose de nouveau. Ran supervisait la rénovation, transformant l'espace en ce que Ren et moi envisagions, un centre d'art pour les anciens combattants et les survivants de traumatismes. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle, illuminant des chevalets et des tables de travail où les gens pouvaient créer, guérir et se connecter. Le mur sud a encore besoin d'être renforcé, a dit Ran un après-midi alors que nous inspections les progrès, mais il sera prêt à ouvrir d'ici l'été. C'est parfait, a répondu Ren, sa main effleurant brièvement la sienne, un petit geste qui en disait long sur leur relation ravivée. Clara observait la transformation depuis sa chaise à bascule sur le porche, son corps devenant plus fragile même si son esprit restait fort. À 82 ans, elle se déplaçait plus lentement maintenant, mais ses yeux brillaient de satisfaction en voyant ses petites filles reconstruire ce qui avait été brisé. J'ai toujours su que ce jour viendrait, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises ensemble, à regarder le coucher du soleil. J'ai juste prié de vivre pour le voir. Tu l'as vu et plus encore, les jeux assurés, tenant sa main burinée dans la mienne. Et il y a encore plus à venir. Les poursuites judiciaires contre Dileya avançaient régulièrement. Elle avait été accusée de multiples chefs de maltraitance d'enfants, de fraude et de subornation de témoins. Russell avait accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage, et les médecins qui avaient falsifié les dossiers de Ren étaient sous enquête du Conseil de l'Ordre. Plus surprenant encore, un réalisateur de documentaire nous avait approchés, voulant raconter notre histoire. Après mûre réflexion, nous avons accepté, y voyant une occasion de faire la lumière sur les abus familiaux et les défaillances institutionnelles qui avaient permis à Dileya de maintenir sa tromperie pendant si longtemps. Votre histoire est importante, nous a dit la réalisatrice, Sarah, lors de notre première interview. Elle pourrait aider d'autres personnes qui sont réduites au silence, oubliées, effacées. Le processus de tournage était à la fois curatif et douloureux, nous obligeant à revisiter des traumatismes que nous préférerions oublier. Mais ensemble, Ren et moi avons trouvé la force de dire notre vérité. Clara a également participé, sa voix douce se renforçant alors qu'elle racontait les années passées à essayer de nous protéger dans les limites de son pouvoir. Par un chaud après-midi de mai, mon téléphone a sonné. Un numéro de mon ancienne unité militaire. Sergent Bennett, a dit une voix familière quand j'ai répondu. C'est Alvarez. Je vous ai vu aux informations. L'aperçu du documentaire. Je voulais juste dire que nous sommes tous fiers de vous. Ce que vous faites maintenant est aussi courageux que tout ce que vous avez fait en uniforme. L'appel m'a laissé en larmes, submergé par le lien avec les personnes qui avaient été ma famille pendant une décennie. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire, essayant de donner un sens à mon parcours de soldat à survivante, puis à militante. Les croquis de Ren couvraient les murs autour de moi, des encres visuelles pour le récit que je peinais à façonner. Il n'a pas besoin d'être parfait, m'a rappelé Ren, regardant par-dessus mon épaule les pages éparpillées sur le bureau. Il doit juste être vrai. Juin a apporté une lettre de Violet, qui avait déménagé à Seattle pour prendre un nouveau départ. Elle était en thérapie, écrivait-elle, apprenant à comprendre comment la manipulation de Dileya avait façonné son propre comportement. Elle avait quitté Brandon définitivement après avoir découvert sa complicité dans la dissimulation d'informations sur la localisation de Ren des années auparavant. Je n'attends pas de pardon, écrivait-elle. Je veux juste que vous sachiez toutes les deux que j'essaie d'être meilleure. D'être digne d'être votre sœur un jour. C'était un début. Hésitant, fragile, mais réel.
La carrière artistique de Reine a fleuri de manière inattendue lorsqu'un galeriste de Portland a vu son travail dans l'aperçu du documentaire. Il lui a proposé une exposition, présentant à la fois ses paysages et la série de portraits qu'elle avait peints de moi au fil des ans. Je ne suis pas sûre d'être prête, a-t-elle avoué la veille de l'ouverture, l'anxiété faisant trembler ses mains alors qu'elle arrangeait l'affichage final. Tu le es, les jeux assurés. Nous le sommes toutes les deux. L'exposition fut une révélation. Les gens ont rempli la petite galerie, émus aux larmes par l'histoire derrière les peintures. Un portrait de moi en uniforme, peint d'après une photo de journal lors de mon 2e déploiement, est devenu la pièce maîtresse, un symbole de résilience qui a résonné au-delà de notre histoire personnelle. Alors que l'été s'installait sur la ferme, apportant une croissance luxuriante et des soirées dorées, nous avons appris que Dileya avait accepté un accord de plaidoyer. Elle purgerait une peine, bien que pas aussi longue que nous l'avions espéré. Plus important encore, sa réputation était irrémédiablement endommagée, son pouvoir de nuire aux autres diminué. Est-ce suffisant, a demandé Ran alors que nous discutions des nouvelles pendant le dîner. Il le faut, a dit Ren après une longue pause. La justice est imparfaite, mais nous sommes libres. C'est ce qui compte. La santé de Clara a commencé à décliner alors que juillet se transformait en août. Les médecins parlaient de son cœur qui s'affaiblissait, de systèmes qui commençaient à s'éteindre. Nous avons déplacé son lit dans la véranda, où elle pouvait regarder les oiseaux et sentir la brise par les fenêtres ouvertes. J'ai quelque chose à vous dire à toutes les deux, a-t-elle dit un soir, sa voix fine mais déterminée. Jude arrive. Je l'ai appelé. Il sera là demain. Ren et moi avons échangé des regards surpris. Nous étions en contact avec notre père par téléphone et par email depuis des mois, construisant une relation hésitante, mais aucune de nous ne s'était sentie prête pour une rencontre en personne. Tu es sûr, ai-je demandé, mon cœur battant à tout rompre. Clara a souri, ses yeux bleus, nos yeux se plissant au coin. Je suis sûr. Il est temps. Le lendemain s'est levé clair et parfait, comme si le temps lui-même approuvait cette réunion tant attendue. Ran a aidé Clara à s'installer dans son fauteuil préféré sur le porche, enveloppé dans des courtes pointes malgré la chaleur de l'été. Ren et moi étions assises de chaque côté d'elle, un front uni contre l'incertitude de rencontrer l'homme qui nous avait aimés de loin pendant si longtemps. Quand la voiture de location s'est arrêtée dans la longue allée, j'ai senti la main de Ren se glisser dans la mienne, la serrant fort. L'homme qui en est sorti était grand et droit malgré ses plus de 60 ans. Ses cheveux étaient argentés maintenant, pas le brun foncé des photographies, mais ses yeux, mes yeux, les yeux de Ren, les yeux de Clara étaient exactement les mêmes. Il s'est arrêté au pied des marches du porche, l'émotion l'empêchant de parler. Nous nous sommes regardés, 3 personnes liées par le sang mais séparées par des décennies de distance délibérée. Clara a rompu le silence. Jude, a-t-elle dit doucement. Viens rencontrer tes filles. Correctement cette fois-ci. Il a monté les marches lentement, comme s'il avait peur que nous puissions disparaître s'il bougeait trop vite. Quand il est arrivé en haut, Ren s'est levée la première, attirée vers lui par un fil invisible de reconnaissance. Ren, a-t-il soufflé, sa voix se brisant. Ma reine. Leur étreinte a brisé quelque chose en moi, une dernière barrière. Je me suis levé et les ai rejoints, sentant ses bras nous envelopper toutes les deux, entendant ses excuses chuchotées et son amour contre nos cheveux. Tu n'as rien à te reprocher, lui ai-je dit avec ferveur. Rien. J'aurais dû me battre plus fort, a-t-il insisté. J'aurais dû trouver un moyen. Tu nous as aimés, a dit simplement Ren. Nous le savons maintenant. C'est suffisant. 2 semaines plus tard, alors que les premières feuilles commençaient à tourner, Clara s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, Ren et moi de chaque côté de son lit, Jude dans un fauteuil à proximité. Elle nous a laissé la ferme dans son testament, ainsi qu'une lettre nous demandant de « guérir ici, grandir ici, aimer ici ». Le jour de son service commémoratif, nous avons planté un érable sur la colline surplombant la ferme, l'endroit préféré de Clara. Alors que nous tassions la terre autour de ses tendres racines, j'ai regardé les champs qui étaient devenus notre maison, la grange qui était maintenant un lieu de guérison, ma sœur et mon père à mes côtés. Et maintenant, a demandé doucement Ren. J'ai pensé aux mémoires que j'écrivais, au centre d'art qui prenait forme, au documentaire qui allait bientôt partager notre histoire avec le monde. J'ai pensé à la paix tranquille que j'avais trouvée ici, non pas en fuyant, comme Violet m'en avait accusé un jour, mais en rentrant enfin à la vérité. Maintenant, nous vivons, ai-je dit, ma main trouvant la sienne, comme nous étions toujours censés le faire.
Alors que la lumière dorée de la fin de l'après-midi nous inondait, j'ai senti quelque chose s'installer dans mon âme. Pas une fin, mais un commencement. Le voyage n'avait pas été ce que nous attendions, mais nous étions arrivés, ensemble, à un lieu d'honnêteté et de possibilités. C'était suffisant. C'était tout. Que sacrifieriez-vous pour découvrir la vérité sur votre passé? Et auriez-vous le courage de l'affronter une fois révélé? Si ce voyage de secrets de famille et de rédemption vous a ému, veuillez aimer, vous abonner et partager pour d'autres histoires puissantes qui explorent les recoins cachés du cœur humain.